Oui, c'est vrai que j'ai un souvenir très précis de la première rencontre avec toi, parce que j'étais chef de clinique chez Fillon à la Salpêtrière, et puis je vois un homme courbé comme ça, sur un corps alité en réanimation, et qui était en train de l'engueuler. Franchement, c'était pas le moment. J'étais un petit peu outré au départ, je me dis c'est une sorte de mauvais traitement, qu'est-ce qu'on va faire à cet homme-là? Et puis finalement, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et ensuite j'ai compris qu'il se passait quelque chose, là je l'ai pressenti. Cette espèce de transmission, je pense que ça devait être un Lockheed syndrome, je sais plus, mais en tout cas je pense. Mais vraiment, tu avais une énergie prodigieuse qui passait de toi à cette personne-là, et les gens m'ont dit après, les enfants m'ont dit, mais c'est vrai, maintenant il commence un petit peu à avoir des signes d'un peu végétatif, il commence à bouger, il commence à, en tout cas, il y avait autre chose qui se passait. Et je dis, ça c'est un vrai thérapeute, parce que c'est quelqu'un qui vraiment s'adresse à l'autre, je dirais évidemment avec une certaine technique, mais d'abord avec le rapport humain. Et ça m'a beaucoup marqué. Mais la semaine dernière, si je ne me trompe pas, la personne dont vous vous êtes occupé, qui était mutique depuis quelques mois, vous l'avez aussi engueulé, c'est-à-dire que vous l'avez bousculé, et à un moment, vous lui avez dit, mais vous n'avez qu'à le dire si vous voulez que j'arrête. Et ça a marché. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait la peur aussi de la douleur. La peur de la douleur. Et le fait de faire des exercices, par exemple respiratoires, d'appuyer un tout petit peu sur le thorax, c'est quand même impressionnant. Et il faudra avoir le temps aussi d'expliquer tout ça. Et on n'explique pas, on prend des raccourcis, comme parce qu'il devait repartir l'après-midi. Donc moi j'avais 1 heure, au maximum 1 heure, pour essayer d'obtenir quelque chose. Et en effet, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'avais senti que c'était à cause de cette apraxie de la voix, c'est-à-dire de l'impossibilité de mettre ses cordes vocales en fonction. La première des choses, c'est de lui faire sortir la voix. Donc on lui fait sortir la voix vraiment avec des exercices respiratoires et des rythmes respiratoires qui sont assez rapides ou très lents. C'est-à-dire que vous appuyez sur le thorax, vous appuyez... On appuie sur le thorax, dans l'expiration, ouais. On utilise des exercices respiratoires, on appuie sur le thorax, et on appuie sur le thorax, pourquoi? Parce que souvent, ils ont une gastro, c'est-à-dire ils ont une sonde ici, donc on ne peut pas utiliser la respiration abdominale, et la respiration, on ne peut pas faire travailler le diaphragme, donc on fait des exercices, disons, en utilisant l'air ici, et en faisant des rythmes, en appuyant sur le sternum. Et naturellement, la personne, comme il y a des boutons quelquefois, en appuyant, ça fait mal. Mais c'est très important, finalement, qu'il y ait tout ça, parce que ça fait réagir. Ça fait réagir, absolument. Et la personne, et quand on lui dit, il y a simplement on a 1 demi-heure pour obtenir quelque chose, il faut absolument l'obtenir quelque chose, et là, quand il voit que finalement on transpire déjà énormément, alors qu'il n'y a aucune raison de transpirer, mais cette énergie qu'on donne et qui nous fait transpirer, lui, il a une impression extraordinaire. C'est-à-dire qu'il se dit, c'est pour moi qui fait tout ça. S'il transpire, c'est pour moi. Et vous m'avez dit que quand vous transpirez, vous êtes sûr que ça va marcher. Oui, absolument. Il faut que vous transpiriez. Ah, c'est vrai. Alors là, je ne peux pas l'expliquer, mais ce dont vous parlez, c'est d'un combat. C'est-à-dire votre corps est complètement engagé. Vous êtes... Absolument, oui. Vous êtes dans le corps à corps. C'est du corps à corps. Oui, parce que finalement... on va aussi s'amuser à bouger ses lèvres, on va s'amuser à ouvrir la bouche, à fermer la bouche, à tirer la langue, et on va réanimer absolument ce visage qui n'avait plus de fonction, pour ainsi dire. Et il ne servait à rien, ce visage. Il y avait le témoin, et on voyait, disons, le poste de télévision où on voyait son rythme cardiaque ou sa respiration, mais le visage, il faut absolument le réhabiliter et donc le faire revivre et le réanimer. Il y a une réanimation
du visage, des mimiques, et qui doit se faire, et tout ça, naturellement, c'est pas fait d'une façon analytique, mais c'est fait d'une façon globale. Et c'est tout un état global, c'est toute une situation que l'on introduit, qui est une situation de persuasion. Je transmets ma persuasion, ça va sortir. Vous allez sortir des sons. Et alors, quand il commence à sortir un son, c'est gagné. Et ce son, il faut absolument l'exploiter au maximum. Alors, comment et en particulier, l'allongement. Eh ben, toujours par des exercices respiratoires, mais en allongeant, plus on appuie sur l'expiration, plus on vide les poumons, et plus après on les remplit. Et c'est là où finalement on a des sons de plus en plus forts. Et on va l'entraîner dans des sons de plus en plus forts et allongés. Et comme je disais, le son allongé amène à la mélodie, à la prosodie. Et c'est là, et donc mène au langage. Et après on arrive à sortir le langage. Et ce jeune, qui n'avait même pas d'aphasie, il n'avait pas d'aphasie, il n'était pas du tout aphasique, il était capable de dire, je lui faisais répéter n'importe quoi, excusez-moi, je lui faisais répéter, je suis allé à la mairie de Paris et j'ai vu Audrey Tautou. Oui. Et il a pu me répéter cette phrase. Naturellement, on l'a embrassé après. On l'a embrassé parce que c'était tellement, on était content et absolument de l'avoir sorti de cette façon. Mais juste là, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qu'il met en mouvement? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand il fait ça? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau à lui ou dans celui de l'autre? Dans son cerveau à lui, on ne peut pas savoir. Non, mais je pense qu'il y a d'abord une notion importante. C'est vrai que plus la fonction est complexe et supérieure, plus on se dit que finalement le physique n'a pas d'intérêt. Or, ce que tu nous dis, effectivement, et c'est connu, c'est qu'au contraire, tout est très physique, même quand on s'adresse à la mémoire, à la conscience, des choses comme ça. En fait, tout part du physique. Et les mouvements physiques, le toucher, sa sensibilité, l'audition, l'odorat, ont une marque très importante. On sait que les états végétatifs peuvent ressentir beaucoup de choses, on a montré un fonctionnel. Donc c'est vrai que c'est des puissants facteurs d'appel avec l'émotion pour pouvoir arriver, comme tu dis, à réanimer ou animer ce qui n'est plus. Ça, Mais il y a un signal, ça fait un signal dans le cerveau. Qu'est-ce que ça fait pour qu'après on puisse travailler là? On utilise les compétences de... Alors voilà, est-ce que tu peux nous citer justement l'exemple de compétences que tu as utilisées? On utilise les compétences de l'hémisphère droit qui n'a pas de lésion. Donc on utilise ce qui est conservé pour récupérer ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est assez important. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la majorité des gens sont droitiers, il se trouve que je ne le suis pas, mais la majorité le sont. Effectivement, donc le cerveau gauche est essentiel, et notamment la région, ce qu'on appelle le carrefour, qui est une région un peu postérieure, qui tient le langage, la lecture, l'écriture, etc. Et donc c'est une région très invalidante lorsqu'elle est animée. Donc ce que tu dis là en l'occurrence, c'est que le cerveau contralatéral, donc le cerveau du côté droit, pour aborder, donc qui est l'hémisphère mineur, peut être recruté pour compenser. Et effectivement, lorsqu'on a des lésions du carrefour droit, normalement, on n'a pas tellement de signes que ça. On peut avoir des grosses lésions de cette région-là. On aura ce qu'on appelle une anosognosie, c'est-à-dire qu'on aura une espèce de méconnaissance du problème qu'on a, mais on n'aura pas des signes majeurs. Et donc, effectivement, lorsqu'on a ces signes très invalidants du côté de l'hémisphère majeur, on peut recruter en miroir, ce que je montrais tout à l'heure sur la motricité manuelle, l'hémisphère mineur pour arriver à compenser. Mais tu as employé ce terme hémisphère mineur. Ça, personnellement, je trouve que c'est en 2012, on ne devrait plus parler d'hémisphère mineur. Il n'est pas du tout mineur. Cet hémisphère qui contient la personnalité. Parce que finalement, quand quelqu'un a une aphasie, il est enfermé sur son handicap. Et on ne connaît pas sa personnalité. On connaît son aphasie, ah oui, ça on la connaît bien. Mais sa personnalité, on ne la connaît pas. Or, cette personnalité, elle est intacte dans l'hémisphère droit. Elle est intacte. Et l'émotion dont tu parles, c'est pour ça qu'on utilise énormément l'émotion, elle est là aussi. Donc on va utiliser cette émotion. Et puis aussi, on va utiliser, je dis bien, la mélodie. Et la mélodie du langage. Alors avec, disons, beaucoup d'habileté, on a trouvé cette mélodie qui permet de véhiculer n'importe quel mot. Et ça c'est important, ou n'importe quelle phrase. Voilà. C'est ça la mélodithérapie?
La mélodithérapie, La mélodithérapie. ce que vous utilisez avec vos patients aphasiques, ça consiste en quoi? C'est ça, c'est ce dont vous parlez? Oui, c'est l'utilisation d'une mélodie qui se rapproche de la prosodie, de la mélodie de langage. Donc on utilise cette mélodie et aussi en même temps avec le rythme. Le rythme aussi. Et il faut savoir que le rythme aussi est traité par les deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. C'est pour ça qu'on rythme énormément avec les patients. On rythme énormément avec les patients et c'est tout à fait important. Les exercices de rythme sont maintenant aussi importants que les rythmes, que les exercices de mélodique. Et on utilise la mélodie et le rythme aussi de façon conjointe. Est-ce que la mélodie est aussi présente dans les deux hémisphères? Non, la mélodie, elle est présente dans l'hémisphère droit, mais quand on utilise la mélodie, ça vient réactiver l'hémisphère gauche et la région périméridionale. C'est la mélodie qui permet de réactiver l'hémisphère gauche. La musique. La musique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Comment vous rythmez les phrases avec vos patients? Comment vous les faites répéter? Vous les faites dessiner aussi? Vous faites dessiner des petits dessins avec des accents toniques pour que les gens se repèrent et puissent partir, se lancer pour oser aller dans la phrase. C'est-à-dire qu'on utilise dans la phrase, on la divise en groupes rythmiques. Je demande un café à ma voisine pour rester éveillé. Donc on divise le discours comme ça en groupes rythmiques. Et on introduit une mélodie, c'est je demande un café à ma voisine pour rester éveillé. Et c'est ainsi que finalement on arrive à obtenir souvent des phrases même assez rapidement. Alors il faut dire aussi c'est que ça a l'air bien beau tout ça, c'est pas tout le temps comme ça. C'est pas du tout le temps comme ça, il y a des gens qui n'arriveront pas du tout à récupérer, ou qui récupéreront peut-être beaucoup plus tard. Parce que là aussi, il y a ce phénomène qui est tout à fait intéressant, et que l'on voit chez des Léontine syndrome, c'est-à-dire des gens qui, avec le temps, arrivent à revasculariser. Ils arrivent à revasculariser, par exemple, le tronc cérébral. Le fait de revasculariser avec le temps le tronc cérébral, ils arrivent à faire des mouvements qu'ils ne faisaient pas avant. La revascularisation, par exemple, du tronc cérébral permet le retour de certaines fonctions, et en particulier le mouvement, certains mouvements, ou même, disons, du langage. Je me rappelle dans l'émission de radio, tu avais parlé d'un qui joue au football. Ah oui, c'est chouette. Et j'avais bien aimé cette histoire-là. Est-ce que tu peux C'était une histoire de... Oui, c'est le problème des gens qui sont dans un état dit végétatif, après au réveil. C'est ces gens qui ne peuvent pas du tout, vous n'arrivez pas du tout à capter le visage, ils sont dans leur monde, et pourtant il a une motricité qui est bonne, ils s'agitent, ils lèvent le bras droit, ils lèvent le bras gauche, et en particulier il y en avait un qui finalement balançait tout le temps sa jambe. Et un jour sa femme arrive et me dit, regardez monsieur Van Écoute, mon mari ne me regarde même plus, il ne me connaît même plus, et puis il a ce mouvement stupide, etc. Et elle me dit, et pourtant ses amis de football sont venus et il n'a pas du tout... Je dis, il faisait du football? Oui, c'est un fanat de football. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'idée simplement de prendre un ballon et de mettre, avec son mouvement stéréotypé là, de balancement de la jambe, on lui a lancé le ballon et d'un seul coup, le fait de voir le ballon et qu'il tombe sur sa jambe ou sur son pied, et bien naturellement, il s'est mis à crier ballon et tout de suite à regarder à gauche. Il a vu sa femme, il a reconnu sa femme, donc lui qui ne pouvait pas du tout, disons, fixer sa vue, qui ne pouvait pas du tout fixer sa vue, il ne pouvait pas regarder quelqu'un, fixer quelqu'un, et bien là, c'était revenu. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est la même chose pour cette femme qui est... Oui, c'est une femme qui se maquillait, elle se maquillait avec les matières fécales. Donc, on se dit, démente.
À la limite, on appelait ça des démentes. Et puis un beau jour, on a quand même appris une chose qui était quand même intéressante, c'était que finalement cette femme était une esthéticienne. Donc, un jour, avec du temps de Philippon, on a fermé les portes parce que les gens se sentaient tellement mauvais dans la chambre que finalement c'était insupportable. Mais ce qui était formidable, c'était ce geste gracieux de cette femme qui se mettait des matières fécales sur ses sourcils. C'était quand même extraordinaire. Et c'est ça qu'on a exploité. Et naturellement, on a présenté une boîte de maquillage. Une boîte de maquillage, et tout de suite, elle a pris le pinceau, et tout de suite, elle a vu ce qu'on appelle le col, le noir de fumée, hein, qui sert à faire les... Excusez-moi. Et donc à se faire les yeux d'une façon, et avec la glace d'une façon extraordinaire. Et alors, on a poussé le bouchon très très loin, parce que la fille nous avait dit, vous savez, c'est une femme qui lit énormément, et surtout, il connaît beaucoup de poésie. Et moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est là où je lui ai dit à cette femme, Carmen est maigre, un trait de bistre cerne son œil de gitana, ses cheveux sont d'un noir sinistre, sa peau, et elle continue, la femme continue, sa peau, le diable la tana. Les femmes disent qu'elle est laide, mais tous les hommes en sont fous, et l'archevêque de Tolède chante la messe à ses genoux. Voilà une femme qui, une demi-heure avant, était en train de prendre ses matières fécales et de s'en mettre plein la figure. Elle retrouve toutes ses fonctions, elle retrouve toute son intelligence, elle retrouve toute son psychisme antérieur. C'était quand même extraordinaire. L'espoir s'exprime aussi avec un sourire. L'espoir s'exprime aussi avec le rire. Et ça, c'est tout à fait très important. En chirurgie, par exemple, on est à l'heure actuelle en train de se dire, parce qu'on travaille sur la plasticité cérébrale, on sait que les lésions, par exemple, vont s'étaler dans une région qui va bientôt être altérée et qui vont altérer une fonction. Et à l'heure actuelle, on est en train de penser qu'on peut essayer de déplacer préventivement la fonction qui va être atteinte avant qu'elle ne soit réellement atteinte par la maladie. Et donc de chirurgicalement créer des lésions des stimulations qui vont déplacer la zone fonctionnelle qui va être atteinte ailleurs. Et quand j'entends Philippe évoquer parler des moyens d'indication qu'il utilise, ce qui me fascine, c'est qu'il force finalement le patient à être opérateur de lui-même. C'est-à-dire que nous opérons sur l'autre, et toi, tu stimules les capacités que l'être humain a de s'opérer lui-même. Car effectivement, c'est ça cet organe, c'est qu'il est capable de s'opérer lui-même, du moment qu'il a la conscience que quelque chose est à faire. Tout le problème, c'est d'avoir cette conscience-là. L'absence de conscience, effectivement, à ce moment-là, empêche de pouvoir agir, mais dès qu'il y a ce zeste ou cette possibilité de pouvoir comprendre ce qui vous arrive à vous-même, on a à ce moment-là déjà un début de moyen pour pouvoir agir dessus. Alors ensuite, il faut trouver le moyen. Mais j'en rappellerai simplement, c'est que les grands privilégiés de la société, vous savez qui est-ce? Les gauchers. C'est pas les riches. Ce ne sont pas les riches, forcément. C'est-à-dire que c'est pas intéressant de dire que les riches, ce sont les privilégiés. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, oui, ce sont les gauchers ou les musiciens. Quand on est musicien, on a de la musique partout dans le cerveau. Et là, quand tu parlais Monsieur Merlet. Oui, tu parlais de cet homme qui lui, avait une lésion énorme à gauche, fronto-pariéto-temporal, le grand accident vasculaire sylvien, et puis 6 mois, 2 ans plus tard, un grand accident dans l'hémisphère droit, on se sauve. Naturellement, au début on se sauve. Et puis on s'est rendu compte que finalement, il avait absolument tout. Il était capable de donner des mots de tous les musiciens. Et c'était quand même extraordinaire. Il avait pas, mémoire était là, et on sait très bien que mémoire et intelligence, ça va ensemble. Toutes les fonctions supérieures étaient là, alors qu'il n'avait plus qu'un quart de son cerveau. Il n'a plus qu'un quart de son cerveau pour vivre. Et vous lui demandiez de jouer du Bach, oui. Avec sa seule main qui bougeait encore, il vous jouait du Bach. Oui, et vous demandiez du Mozart, il jouait du Mozart. Il ne peut pas parler. Il peut dire les mots, mais il ne peut pas faire de phrases. Oui. Et on a beaucoup de mal à le comprendre. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je voulais dire que tous les deux, en fait, vous êtes face à une humanité très singulière et assez troublante.
mais que c'est une humanité aussi, tous ces gens que vous côtoyez, avec ces cerveaux opérés, des lésions, avec des dysfonctionnements. C'est une humanité très, très singulière. Je ne dirais pas tout à fait singulière, je dirais qu'au contraire, c'est l'humanité. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous faisons semblant, parce que nous avons les moyens de le faire. À un moment donné, lorsqu'on est handicapé, voilà, on ne fait plus semblant. On est vraiment sur le fond de nous-mêmes. Et là, au contraire, on voit se dévoiler. C'est ce qui permet d'ailleurs à la recherche d'avancer, c'est ce qui permet de pouvoir comprendre. On a vu les anciens qui montraient que quand on avait un cerveau altéré à un endroit, on voyait ce qui en découlait. On arrive à comprendre comment nous autres fonctionnons grâce à cette situation-là. Et c'est comme ça que la médecine procède d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Tout à l'heure, vous nous avez dit que dans le cerveau, quand une partie était altérée, éventuellement, l'autre partie pouvait venir et puis reprendre la partie qui était altérée. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a des parties du cerveau qui sont moins occupées que d'autres et donc peuvent prendre des fonctions supplémentaires et que dans un avenir plus ou moins lointain, en fin de compte, presque tout serait réparable? Alors, en théorie, oui. Alors maintenant, ça suppose de pouvoir connaître bien la façon dont, fonction par fonction, le cerveau effectue en quelque sorte ces opérations mentales pour arriver à un résultat. Et en l'occurrence, si on arrive à effectivement faire correspondre à une fonction donnée, une région donnée, on doit pouvoir élaborer des stratégies pour que ces fonctions soient prises en charge par une région qui est adjacente. Il faudrait à ce point-là, effectivement, travailler par anticipation, par éducation éventuellement. C'est à l'heure actuelle difficile de vous répondre, mais d'un point de vue théorique, oui, d'un point de vue théorique, on a... Alors ce n'est pas qu'on a des régions de cerveau qui ne servent à rien et qui servent à quelque chose. Comme l'a dit fort justement Philippe Van Écoute, le cerveau droit, mineur pour la plupart, qui est considéré, pas pour moi puisque je suis gaucher, mais effectivement est moins connu. Hein. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu L'homme qui prend des femmes pour un chapeau et tout ce qui a été écrit, etc. Bon, ça donne des cerveaux très surprenants, très déroutants. On commence à comprendre, mais on est encore très loin du compte. Donc probablement, les deux cerveaux, les deux hémisphères ont une fonction tout à fait précise et importante. Il n'en reste pas moins vrai. Alors, je vais vous prendre une anecdote. Un jour, j'opère un méningiome de la région temporale gauche, c'est un mathématicien droitier. Donc, très clairement, la fonction essentielle pour les mathématiques se trouvait dans sa région temporale. Quand j'opère ce patient, ce méningiome faisait... Alors, méningiome est une tumeur bénigne qui est issue de la durmère, c'est l'enveloppe qui entoure le cerveau, et va refouler le cerveau de façon à le comprimer et parfois à provoquer des symptômes de compression cérébrale et d'altération de la fonction du voisinage. En l'occurrence là, il était embêté par justement cette lésion qui occupait la région du calcul. Mais il était quand même opérant, il était toujours enseignant à l'université. Et lorsque j'opère ce méningiome, je vois que la région temporale correspondant donc à la région qui lui était importante était comme une feuille de papier. Et en cours d'intervention, durant, le temporal restant se fragilise beaucoup et finalement à la fin de l'intervention, il n'y avait pratiquement plus de temporal. Il était quasiment effrité. Et donc j'étais assez malheureux pour lui et j'attendais son réveil. Et je l'entends m'interpeller le lendemain, parlant parfaitement normalement, calculant normalement, qu'est-ce qui s'était passé? Son cerveau, effectivement, avait déplacé ses fonctions utiles pour sa profession ailleurs, parce que ce ménageur avait grossi lentement, et donc il y avait la plasticité cérébrale qui avait agi, qui avait déplacé ses fonctions à l'endroit d'ailleurs que je n'ai pas même évalué, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore facilement d'IRM fonctionnel, il avait mis son calcul et tout ce qui était nécessaire ailleurs. Donc effectivement, toutes les fonctions sont susceptibles, une par une, de pouvoir normalement se déplacer. Et quand les processus pathologiques se développent lentement, ça laisse le temps à l'organisme de se réorganiser pour le faire. Vous avez parlé du langage oral. Pour le langage écrit, est-ce que, suivant que c'est un langage alphabétique ou idéographique, il y a des changements dans le fonctionnement? D'abord, le langage écrit est souvent indépendant du langage oral. Vous avez comme ça des gens qui ont, par exemple, je prends le cas surtout d'une traductrice, quelqu'un qui fait des traductions. Et en faisant des traductions, vous savez aussi bien, on ne passe pas par l'oral. Et donc la personne
a commencé, elle a eu son accident vasculaire, une hémiplégie droite importante, une grosse lésion, et elle a récupéré surtout le langage écrit. Et c'est seulement 5 ans après où finalement elle est venue, et puis on s'est occupé de son langage oral. Mais je veux dire que le langage écrit est venu indépendamment du langage oral. C'était quand même extraordinaire. Et donc il y a une indépendance entre le langage écrit et le langage oral. C'est deux choses tout à fait différentes. Alors, naturellement, on se sert souvent du langage écrit pour récupérer le langage oral, ou du langage oral pour récupérer le langage écrit. On se sert de ce qui est conservé, et, assez bien. Mais, alors le problème des idéogrammes, c'est ça. Le problème des idéogrammes, c'est un problème qui n'est pas encore, disons, les résultats ne sont pas probants, et donc on ne peut pas le dire. Mais la représentation, disons, graphique et symbolique d'un objet ou d'une situation peut servir finalement pour la récupération d'autres fonctions, et en particulier du langage. J'ai l'impression que le bégaiement ressort d'un problème respiratoire. Et c'est exact. Alors, vous avez parfaitement raison, c'est un problème respiratoire, c'est un problème aussi, disons, il y a bégaiement et bégaiement. Il y a plusieurs sortes de bégaiement. Il y a plusieurs sortes de bégaiement. Et en particulier, il y a ce bégaiement extraordinaire qui est tout à fait nouveau à l'heure actuelle. Ce sont pour les gens qui ont eu un Parkinson, à qui on a fait une stimulation, des stimulations, on leur met des électrodes pour faire passer un courant, disons un courant électrique, et un micro-courant, et donc ces gens remarchent, sont autonomes, retrouvent une autonomie, mais souvent, 3 ans, 4 ans plus tard, ils ont un bégaiement. Ils ont un bégaiement. Alors ça, c'est tout à fait intéressant, parce que ce bégaiement, il arrive à être traité par le rythme. Et en général, moi j'ai trouvé la solution pour ce type de bégaiement chez les Parkinson, c'est d'utiliser un métronome. Et il faut qu'ils se mettent sur le tempo du métronome, mettre le langage sur le tempo du métronome. Je te dis que c'est possible. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Voilà. Donc, toujours le même rythme, et donc ça leur permet finalement de ne pas parler comme ça. Mais je dis bien qu'il y a donc plusieurs types de bégaiement, et en particulier, il est certain que les troubles respiratoires peuvent déclencher un bégaiement, une sorte de bégaiement. Et le fait de faire une rééducation respiratoire, faite par des kinésithérapeutes ou par des orthophonistes, eh bien, on arrive disons, à inhiber ce bégaiement. Mais le bégaiement, c'est aussi, il y a aussi ce côté émotionnel qui compte énormément. Est-ce que la plasticité, justement, peut nous aider à lutter contre le vieillissement? Alors, le du vieillissement, alors une fonction qu'on rééduque, qu'on compense, c'est une fonction qui est localisée. Donc on sait, on a la compétence pour savoir quoi faire. Le problème du vieillissement, c'est que souvent, il y a des modes de vieillissement qui sont globaux, mais parfois ils sont parcellaires. Et c'est vrai que parfois on est très surpris. Il y a des gens qui vont perdre par exemple un type de mémoire, pas un autre type de mémoire, c'est un type de fonction, pas d'autre. C'est très irrégulier, donc c'est difficile de faire face à une espèce de perte, de carence qui est très hétérogène, si vous voulez. Ça oblige à ce moment-là une sorte de multi-rééducation, mais c'est vrai qu'il y a à l'heure actuelle des réflexions et des moyens qui sont mis en œuvre pour essayer de compenser ce vieillissement cérébral, probablement qu'on est qu'au début à l'heure actuelle. Quand on parle du vieillissement du cerveau, le vieillissement se combat surtout par l'activité du cerveau, par l'activité que vous pouvez avoir, la vitalité que vous pouvez avoir. Et les fonctions, toutes ces fonctions, donc tous les exercices que l'on fait, même disons,
que l'on peut avoir avec des logiciels, c'est tout à fait bénéfique. On s'aperçoit que les gens qui gardent des fonctions grâce à des jeux, grâce à des exercices. Par exemple, le bridge aussi, même chose. J'ai vu par exemple quelqu'un qui avait une maladie d'Alzheimer et qui ne communiquait presque plus. Par contre, elle faisait toujours du bridge. Elle jouait au bridge. Et elle jouait très bien. Et elle mémorisait absolument le jeu qui était tombé et le jeu qu'elle avait dans ses mains. Donc ça, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Il y a des fonctions. C'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est intéressant aussi dans notre comportement. Des gens qui ont une maladie, par exemple, dégénérative, on aurait une tendance finalement à s'en écarter. Eh bien, il faut savoir que la plupart du temps, ils ont conservé certaines fonctions. Ils ont conservé certaines fonctions, ils ont conservé certaines capacités. Et c'est ces capacités qu'il faut mettre en valeur. Et surtout, c'est ce message qu'ils nous donnent, il faut répondre à ce message. Et de dire, oui, on vous comprend. On sait très bien que vous êtes toujours là. Et ça, c'est tout à fait important dans les maladies dégénératives. Et par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, c'est de faire un catalogue de toutes les compétences qui sont conservées. Et là, souvent, on est étonné de voir qu'on a des possibilités et on arrive à maintenir les gens dans un contexte social le plus longtemps possible. Excusez-moi, le sport en fait partie aussi de ces capacités à entretenir ce... Absolument, c'est le sport, oui. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez évoqué cet homme qui prenait sa femme pour un chapeau, et vous avanciez qu'il y avait une certaine compréhension qu'on pouvait avoir. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose? Comment comprendre ça? Ça est complètement invraisemblable. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui est rationnel et puis un cerveau qui ne l'est pas. Et effectivement, on prend pour acquis ce qui ne l'est pas. Et ce que nous montre les cerveaux de l'hémisphère leader, c'est que ce qui nous paraît couler de source, comme principalement pour un chapeau par exemple, ne l'est pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si à ta connaissance on a vraiment pu développer des stratégies sur la rééducation de ce cerveau-là, mais c'est pas simple, le cerveau droit. Parce que l'appréhension, on sait qu'on a l'atteinte du cerveau droit entraîne soit une méconnaissance d'un hémicorps, soit une méconnaissance du processus pathologique lui-même, et qu'il y a des fondements de la personnalité, mais on a beaucoup de mal à l'heure actuelle encore à justement pouvoir agir dessus. C'est pas le cerveau droit qui était... Absolument, oui, tout à fait. Comme il y a par exemple deux types de compréhension. Finalement, pour tous ces gens qui sont par exemple aphasiques et qui ont des lésions à gauche, qui sont droitiers, il y a deux types de compréhension. Il y a la compréhension cartésienne. Montrez-moi les lunettes, montrez-moi la bouteille, montrez-moi le stylo. Il n'y arrive pas. Et puis, il y a la compréhension situationnelle et émotionnelle, c'est-à-dire que c'est la famille qui va dire « si, il comprend très bien ». Parce que quand il a voulu, quand j'ai voulu chercher le chéquier, je m'adressais aux enfants, j'ai dit oh, je suis ennuyé, j'arrive pas à retrouver le chéquier de ton père. Eh bien, lui, il avait tout de suite, il s'est levé, il est allé, alors qu'il n'arrivait pas à désigner quand on lui demandait la bouteille, il est allé tout de suite chercher son chéquier qui était dans des livres dans la bibliothèque. Il était bien adapté. Bien adapté, absolument. Et ça, c'est la situation. Et c'est traité par l'hémisphère droit. C'est la compréhension de l'hémisphère droit. Vous voyez, il y a deux types de compréhension. La compréhension de l'hémisphère gauche, qui est une compréhension cartésienne, et puis la compréhension cartésienne, je dis entre guillemets, et puis la compréhension de l'hémisphère droit, qui est une compréhension situationnelle et émotionnelle.